Le 19 mai 1944 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « La vie de plaisir » sous le titre « Un grand mariage ». Le gouvernement gaulliste, installé à la suite de l'invasion anglo-américaine de juin 1944, interdira de diffusion 2 films produits par la société franco-allemande Continental, d'une part Le Corbeau et d'autre part La vie de plaisir. Bien que La vie de plaisir soit un film de pur divertissement et non un film de propagande, cette interdiction sera motivée par la dénonciation des classes dirigeantes françaises qui y est faite. Une aristocratie dégénérée, de grands financiers immoraux, un haut clergé bien peu chrétien. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, ce film avait été violemment attaqué à sa sortie par le gouvernement de Vichy, et à juste titre, car la critique qui y est faite des classes conservatrices vise au premier chef la classe dirigeante vichysoise. Notons enfin que si Henri-Georges Clouzot, le réalisateur du Corbeau, réussira à relancer sa carrière à partir de 1949, il n'en ira pas de même, malheureusement, pour Albert Valentin, le réalisateur de La vie de plaisir, qui vivotera assez médiocrement et mourra dans la misère. Écoutons maintenant la critique de François Vineuil. Texte intégral. Les imbécilités d'une censure plus ou moins officieuse, livrées au veto des tartuffes de longue ou de courte robe, qui châtrent Molière, Balzac et Stendhal, devaient fatalement amener certaines réactions assez vigoureuses. C'est ce qui permet de considérer, avec quelque philosophie, l'activité brouillonne et encombrante d'un nouvel ordre moral, qui, en France, a toujours piteusement perdu la partie. Il est normal qu'après la burlesque avalanche des navets édifiants qui sont en train de dégoûter de la vertu les petites filles de tous les patronages français, nos auteurs éprouvent le besoin de porter des scénarios volontiers subversifs à une firme qui jouit d'une relative liberté. J'imagine que pour celui de La vie de plaisir, dû au réalisateur lui-même, Albert Valentin, les honorables abbés lyonnais, dont je vous parlais il y a quelque temps, se croiront obligés d'inventer dans leurs index une cote nouvelle, encore plus noire que celle du Corbeau. J'avais pensé un instant à vous résumer le scénario dans leur style, mais l'emploi de leurs épithètes m'est vraiment trop peu naturel. Restons-en donc à notre manière accoutumée. Monsieur de Lormel, gentilhomme de vieille race, est le président du conseil d'administration d'une grande affaire de pétrole. De graves irrégularités ont été commises dans les finances de cette affaire. Il y a un découvert énorme. Des dispositions légales, que je ne saurais vous préciser, font que la responsabilité de M. de Lormel et de son futur gendre, M. de Boieldieu, est particulièrement engagée. Des perquisitions auront lieu au siège social de la compagnie. M. de Boieldieu éprouve subitement le besoin d'accomplir un voyage de prospection en Amérique du Sud. Sa fiancée, la charmante Hélène de Lormel, qui vient de sortir du plus élégant pensionnat de Suisse, apprécie, comme vous pouvez le deviner, cette brusque retraite. Elle fait, le soir même, la connaissance d'un ami de son frère François, un monsieur Molette, qui l'a séduit par une rondeur, une cordialité et une verve dont elle a peu d'exemples autour d'elle. Ce Molette est le patron d'une luxueuse boîte de nuit, La vie de plaisir, avec tripot attenant. Le tout valant haut la main ses 60 millions. Monsieur de Lormel donne sa fille à Molette, à la condition qu'il vende La vie de plaisir. Les millions de Molette servent instantanément à renflouer la compagnie pétrolière. Avec un chèque de 100 000 francs, Molette aura droit au mariage le plus chic à Saint-Philippe-du-Roule, avec un évêque, Monseigneur de Lormel, frère du financier. Ce mariage d'argent est aussi un mariage d'amour. Hélène est éprise d'un mari qui l'adore. Mais la vulgarité de Molette fait tache dans la famille. Monsieur de Boieldieu
est rentré d'Amérique. Monsieur de Lormel pousse dans ses bras son ex-fiancée. À Madame de Lormel, qui s'effraie de ce cynisme, Monsieur de Lormel répond avec désinvolture « Bah, nous obtiendrons, quand nous le voudrons, l'annulation de cet absurde mariage à Rome. » Molette et Hélène se séparent après divers scandales. Entre autres, Molette s'est aperçue que le mari de Denise, la fille aînée de Lormel, l'a escroqué de 2 millions sous couleur de diriger la décoration et l'ameublement de son hôtel particulier. Molette, divorcée, rachète la vie de plaisir. Passons sur un bref épilogue propre à satisfaire la sentimentalité des spectatrices. Une autre histoire s'est déroulée parallèlement à celle-ci. François, fils de Monsieur de Lormel, est tombé amoureux d'une petite danseuse de la vie de plaisir. Il l'a engrossée. Il veut l'épouser. Un conseil de famille présidé par Monseigneur refuse hautement son consentement à ce mariage. Monseigneur fait couper les vivres au jeune François. Quand ce petit fêtard aura connu un mois de purée, il sera certainement dégoûté de sa danseuse. On mettra le nouveau-né à l'orphelinat et on indemnisera la mère convenablement. Aucune de ces choses, on le voit, n'est invraisemblable. Ce qui est beaucoup plus exceptionnel, c'est la rare vertu de la petite danseuse et celle du jeune François qui l'épouse et se met à travailler dans les pâtes alimentaires pour gagner l'argent du ménage et élever le mioche. On a vu trop d'aristocratiques familles françaises consentir aux plus vulgaires mésalliances pour redorer leur blason. Monsieur de Lormel, en donnant sa fille à un Molette, a évidemment perdu le droit de reprocher à son fils un mariage dont l'idée même eût été inconcevable sous Louis XIV. Le type du gentilhomme lancé dans les grandes affaires, où il n'apporte que sa paresse et son incompétence, ne prétend nullement à représenter toute la noblesse, mais on peut bien dire qu'il est devenu classique dans nos mœurs. Nous n'avons pas lieu d'être étonnés non plus qu'un haut dignitaire de l'Église soit le dernier à pratiquer la charité chrétienne. Albert Valentin nous fait assister dans la vie de plaisir à une bénédiction de meute par l'évêque, crosse en main. Ce morceau, le meilleur du film, est montré avec une vacherie très réjouissante. Les bénédictions de chiens courants, qui se pratiquaient encore avant-guerre chez la duchesse d'Uzès, font partie de l'arsenal traditionnel des anticléricaux. Plût Dieu que nous n'eussions rien de plus grave à reprocher au clergé français. En somme, la satire, dans la vie de plaisir, ne nous apparaît pas bien méchante, surtout au regard des effroyables vilainies qui nous entourent. Je répète qu'on en verra beaucoup d'autres sur les écrans français. Les outrances de la réaction cléricale, entraînant infailliblement dans notre vieux pays une vague d'anticléricalisme, comme le rappelait la semaine dernière dans nos colonnes notre ami Henri Lèbre. Albert Valentin pourrait découper quotidiennement dans les faits divers des ignominies auprès desquelles les machinations de M. de Lormel sont fort vénielles. D'autre part, l'aristocratie a cessé d'exister chez nous en tant que classe depuis que des princes, des marquis et des comtes se sont fait marchands ou gratte-papier à 1800 francs par mois. Cela enlève à l'ouvrage de Valentin la signification sociale qu'on lui eût trouvée il y a encore un demi-siècle. L'auteur peut dire d'ailleurs qu'il n'a pas voulu donner cette portée à son film et qu'il a simplement raconté une histoire où des gentilshommes se conduisent comme de vils salauds. Mais je crois que je ne serai pas seul à trouver extrêmement saugrenue l'idée d'avoir fait du dénommé Molette le personnage moralisateur de cette histoire. Que cela établisse un contraste, soit. Mais ce contraste devient si énorme qu'il perd à peu près toute efficacité. On a voulu indiquer que l'industrie de la danseuse nue et du champagne nocturne pouvait être moins malhonnête que certaines grandes affaires administrées par de beaux messieurs
à particules. On y souscrit volontiers. Mais quand on vient nous proposer un modèle accompli, l'existence d'un patron de boîte doublé d'un patron de tripot, quand son avocat oppose aux Lormel et aux Boieldieu qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, son client qui a appris un métier difficile, nous ne savons plus si c'est de l'ingénuité ou du paradoxe. Mais nous ne pouvons nous empêcher de sourire. Les abbés Bethléem de Lyon et d'ailleurs, eux, s'indigneront et trouveront là un argument trop commode contre l'auteur. Quand des personnages sont aussi topiques, dans la malfaisance ou la générosité, que de Lormel et Mollette, ils deviennent à peu près épinaliens. Le cinéma a désormais les moyens de nuancer, d'analyser davantage les êtres qu'il représente. Albert Valentin et Charles Spack, qui a fait les dialogues de La vie de plaisir, ont brillamment collaboré avec Jean Grémillon pour Le ciel est à vous. Expliquez cela comme vous voudrez, mais ces deux anticonformistes nous ont paru plus convaincus, plus sûrs d'eux dans la peinture d'un laborieux et courageux couple de garagistes que dans celle de quelques aristocrates faisandés. On le regrette pour l'intérêt que l'on porte aux efforts de tous ceux qui cherchent à déniaiser le cinéma, à le tirer des confitures dévotes de Bordeaux et consorts. Le film est construit comme l'illustration d'une double plaidoirie de divorce, l'avocat d'Hélène, puis celui de Mollette, rapportant à tour de rôle le mariage de leur client et ses suites. Le procédé est valable. Point très neuf, un peu trop systématique dans le dernier tiers du spectacle. On attend encore de Valentin le film animé d'un rythme vraiment personnel, qu'il nous donnera sans doute. Comme tous les metteurs en scène parisiens d'aujourd'hui, il peut à peine tourner un film par an, ce qui est insuffisant pour se perfectionner dans sa technique, à plus forte raison lorsqu'il faut travailler dans une hâte dont la réalisation de La vie de plaisir se ressent. La figuration aurait pu être un peu mieux triée, en particulier dans certains bals où défilent des marquises auxquelles il nous est vraiment difficile de croire. Les acteurs ont surtout à poser des personnages qui se développent fort peu au cours du récit. L'excellent Albert Préjean entre sans aucune difficulté dans la peau de Mollette et contribue même à le rendre trop sympathique, trop bien loyal et cœur d'or. Maurice Escande est également tout à fait à l'aise dans le rôle de Boieldieu, l'homme du monde hautain, très chic, très frivole, dissimulant sous l'étiquette des bonnes manières beaucoup de muflerie, de lâcheté, d'insensibilité. C'est « mon cher » résume toute l'insolence polie d'un salonnard. Les défauts d'Escande le servent ici. Aimé Clarion est lui aussi un Delormel mieux que plausible, une de ses meilleures créations à l'écran depuis plusieurs saisons. Escande et Clarion sont impeccablement habillés. Un petit détail sans doute, mais qu'on néglige trop souvent. Le jeune et charmant Jean Paquis, que le cinéma a très mal employé jusqu'ici, apparaît dans le rôle de François, expressif, avec sobriété. Il semble qu'il se ferait très vite au jeu cinématographique. Et puis, il est assez agréable de voir un jeune premier qui n'est pas l'air d'une tante. Les galons de colonel ou la toque du juge, que Pierre Magnier a souvent porté, lui vont mieux que la mitre et l'onction épiscopale. Jean Servet est plus éteint que jamais. Les rôles féminins sont tenus correctement, mais sans beaucoup de relief, par Claude Géniat, Yolande Lafont, Hélène Constant, Claude Nollier, une nouvelle venue qui est jolie.